Bonjour Mucidan. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vous intéressez au fonctionnement du programme Terre en commun. Pour mieux comprendre cette proposition, cette vidéo va explorer le fonctionnement économique de notre société actuelle. Installez-vous bien, il y en a pour plus de 18 minutes. Avant tout, un petit rappel est nécessaire. Si je vais au milieu de nulle part et que je travaille pour créer des richesses, que se passe-t-il? Les richesses sont captées sans aucun égard à mon travail. Cela peut paraître injuste. Et pourtant, le soleil, la pluie, la nature nous offrent des richesses que nous consommons depuis toujours, sans jamais avoir rétribué ni l'un ni l'autre. De même, sur un plan humain, avec l'invention de la roue par exemple, nous ne rétribuons ni son inventeur, ni ses héritiers quand nous l'utilisons. Être rétribué pour son travail n'est pas une chose naturelle. Alors, comment se fait-il qu'être rétribué pour son travail semble désormais non seulement comme une chose évidente, mais passe même comme le mécanisme fondamental de notre survie? Pour comprendre comment s'est ancrée cette croyance en nous, nous allons faire un petit rappel historique. Le territoire et ses ressources, qui sont aujourd'hui parmi les choses les plus chères à acquérir, n'avaient initialement aucune valeur économique. Premier arrivé, premier servi. Une fois les ressources appropriées, on peut espérer qu'elles seront sagement utilisées pour construire, assurer un meilleur avenir, mais ce n'est pas forcément le cas. La consommation des ressources peut mal tourner. Et, quand on n'a plus de quoi se nourrir, quand il n'y a plus nulle part où aller, les conflits peuvent aller loin. Et, même quand on les a résolus une fois, les problèmes peuvent revenir. Par la force des choses, le pouvoir se retrouve contraint d'agir. Pour éviter de retomber encore et encore dans les mêmes conflits, le pouvoir est contraint d'inventer un système de rétribution alternatif à la guerre, qui permette de connecter le bénéfice social d'un comportement avec sa rétribution. Selon ce qu'on aura apporté à la société, celle-ci nous permettra d'obtenir plus ou moins en échange. Plusieurs indices étayent cette interprétation historique que l'argent et sa logique de rétribution ne sont pas des phénomènes autocréés par les travailleurs dans une logique créative, mais sont des fruits de rapports de force. Le pouvoir de création monétaire est détenu par les États, qui sont des héritages de guerre. Les biens les plus précieux ne sont pas détenus par les plus créatifs, mais par ceux qui utilisent ce pouvoir d'État. Les travailleurs ne parviennent pas à se rassembler pour vivre et croître en se partageant directement le résultat de leur propre travail, mais finissent toujours par passer par un mécanisme exportant le fruit de leur travail et en important d'autres. Quand un travailleur sert un client jusqu'à l'inonder de biens et de services, il arrive assez rarement que ce client finisse par lui donner ses propres richesses à hauteur des services rendus. Dans un monde idéal, les règles économiques entraîneraient une réaction en chaîne positive. On œuvrerait pour le bien, on investirait dans l'humain, ce qui améliorerait la société. Toujours plus loin, toujours plus haut. C'est cette idée qui a notamment prévalu après la Deuxième Guerre mondiale, dans une perspective de reconstruction rapide, suite aux destructions et au rationnement. Néanmoins, un point commun des dirigeants qui ont décidé de la politique économique après la Deuxième Guerre mondiale est de ne pas avoir eu d'expérience d'entreprise économique personnelle avant d'accéder au pouvoir suprême. Ce n'est qu'une fois au sommet qu'ils ont pu ressentir que l'idéal d'une économie en auto-alimentation n'était peut-être justement qu'un idéal. Le fonctionnement intrinsèque de l'argent pose plusieurs problèmes. On peut inventer des produits néfastes pour gagner plus d'argent plus rapidement. On peut tirer les rémunérations vers le bas
et durcir ainsi les conditions générales de vie en acceptant de travailler plus dur pour moins cher que les concurrents. On peut sacrifier le long terme pour un bénéfice immédiat. On peut se replier sur son revenu sans plus se préoccuper de rien d'autre. Quand on œuvre pour les générations futures, celles-ci ne peuvent pas nous payer. Tandis qu'un spectacle, non seulement ça plaît, mais ça paye. Par ailleurs, la valeur de l'argent est purement comparative. Il ne rend riche que parce qu'on en a plus ou moins que les autres. Ainsi, il peut éventuellement servir d'outil de partage s'il est équitablement réparti, mais ne peut en revanche pas servir d'outil d'enrichissement collectif. Ces dysfonctionnements de l'argent impactent la société. Le pouvoir est obligé de réagir. Il crée des mécanismes de lutte contre les abus. Il contrôle les produits, les prix, les conditions de production, invente des systèmes de redistribution financière. Tout cela a un coût qui, concrètement, aboutit à développer une organisation de contrôle qui réduit mécaniquement le nombre de travailleurs, faisant peser sur les épaules de ces derniers une pression toujours plus importante pour approvisionner le système en place. Quand bien même le système resterait non corrompu, la logique de la rétribution, incarnée par l'argent, est mécaniquement biaisée. La rétribution et l'argent sont ciblés sur les individus. On ne rémunère pas l'air, la mer, les arbres, les atomes ou le cosmos, alors qu'on y prélève une part certaine. Au fond, le système de rétribution ne peut servir qu'à réguler les rapports interindividuels, qu'ils soient de partage ou qu'ils soient conflictuels. Il ne peut pas servir à changer la situation dans laquelle nous vivons. Et pendant ce temps-là, on consomme autour de nous. Ne rien changer signifie laisser dépérir. Alors, comment se fait-il que nous puissions croire que ce système peut permettre d'améliorer le monde? Vu de l'extérieur du système, les choses peuvent légèrement évoluer, mais d'une façon globale, elles sont assez stables. Les territoires et leurs richesses, en quantité limitée, sont possédés par les premiers arrivés, les personnes les plus âgées. Les transferts de ces richesses se font naturellement à leur décès, et les individus qui respectent le système social montent naturellement dans la hiérarchie des richesses avec l'âge. En revanche, de l'intérieur du système, le ressenti est différent pour les individus. En effet, quelqu'un qui démarre à zéro dans le système est dépourvu de tout. Si à 20 ans il commence à travailler, son métier sera pénible, aux ordres d'un employeur, et sa vie sociale naturellement réduite. Mais s'il travaille bien, il sera rétribué pour les biens ou services qu'il rend à ses clients. Sa réputation lui offrira de meilleures opportunités avec le temps, en même temps qu'il deviendra plus productif avec l'expérience. Les années lui permettront d'entrer en contact avec d'autres travailleurs comme lui, chacun se rendant mutuellement service dans un environnement qui s'améliore et où chacun est de plus en plus riche. C'est ainsi que, de l'intérieur, le système peut donner l'impression qu'apporter un maximum de biens et de services à la société est le clé du développement de celle-ci, et que c'est un exemple que chacun devrait suivre. Alors que, de manière générale, travailler pour l'argent ne permet que d'avoir accès à une meilleure part que les autres dans une situation qui peut globalement s'aggraver. Une observation permet d'illustrer cette situation. Si l'on imagine, dans nos vies, ce que nous avons consommé en termes de logement, nourriture, boissons, vêtements, meubles, véhicules, et qu'on le compare à ce que nous avons produit dans ces mêmes domaines, le contraste est particulièrement saisissant. Et la minorité de personnes qui a produit ces choses pour nourrir la société l'a accompli au prix d'une prédation souvent insoutenable sur notre environnement. Mais en à peine 40 ans, la plus grande forêt de la planète, l'Amazonie, a perdu un cinquième de sa surface. La
forêt fait place à l'élevage et à la culture de soja. 95% de ce soja servira à nourrir le bétail et les volailles d'Europe et d'Asie. Et voilà comment on transforme une forêt en viande. Pour résumer la situation, notre modèle économique a été structuré par des rapports de force plutôt que par une logique du vivant. Ce modèle favorise la fuite en avant. Son mécanisme de rétribution convainc ses travailleurs qu'ils agissent pour le bien de la société, alors que leur action leur permet surtout de récupérer une part privilégiée dans les richesses du monde. Et le vivant qui n'entre pas dans ce mécanisme est destiné à être en proie de ce système de consommation. Quelque part, l'analyse de cette situation n'a rien de nouveau. L'économie, l'histoire, la sociologie nous apprennent déjà cela de façon parfois plus fouillée que dans cette vidéo. Alors, qu'y a-t-il de particulier ici? C'est que le fait d'interpréter l'argent comme un système de rétribution créé par le pouvoir en place, dans un but initial d'intérêt général, permet d'imaginer un autre mécanisme dont le but serait le même, mais qui fonctionnerait autrement. C'est cet autre système que nous allons aborder dans une deuxième partie de cette vidéo. Terre en commun travaille pour reconnecter le vivant avec les intérêts de notre organisation collective à long terme, l'État. Pour cela, Terre en commun part de zéro sur un terrain public en combinant deux moyens. Le premier moyen est la réponse à des missions d'intérêt public, comme l'exprime par exemple la convention de mise à disposition du terrain par la commune de Saint-Front-de-Pradoux. On voit ici que les missions sont par exemple créer du lien social, avoir une autre approche de l'économique, créer, produire, goûter, partager le fruit de ses efforts. Et on voit qu'une contrepartie de ce travail, grâce à la connexion directe au pouvoir public, est l'absence d'impôts ou de taxes afférentes aux biens. Le deuxième moyen est d'utiliser la créativité naturelle sur le terrain pour répondre à ces missions publiques, que ce soit la créativité des plantes ou celle de l'humain, même en partant de zéro, en coopérant ou en échangeant, les possibilités peuvent se démultiplier. C'est en envisageant les choses du point de vue général qu'on saisit mieux la différence d'approche économique de terre en commun. Notre société est aujourd'hui confrontée à des problématiques variées. La fragilisation de nos institutions, la scission grandissante entre le pouvoir et la population, la conflictualisation des relations internationales, des migrations qui bouleversent l'organisation de nos sociétés, l'essoufflement de notre modèle social, l'isolement et le chômage de masse, les limites de notre politique énergétique, la dislocation des familles, la disparition de la vie sauvage, ou encore le péril climatique. Autant de sujets qui sont les véritables leviers de richesse d'une société. Croit-on que diffuser un bien ou un service massivement à des consommateurs permettra de les résoudre? Il suffit de poser la question pour avoir la réponse. Terre en commun part de zéro sur un terrain public, son travail créatif étant orienté vers la réponse à des sujets globaux. On peut donner quelques exemples de sujets publics que Terre en commun a le potentiel de pouvoir traiter. Quant à l'isolement social, le fait de participer à des travaux collectifs est probablement un des meilleurs remèdes. Terre en commun cherche d'ailleurs à permettre aux bénéficiaires du RSA que cette activité soit reconnue dans le cadre de la réforme de leurs 15 heures d'activité obligatoire. Quant à la scission entre le pouvoir et la population, son partenariat public-privé
avec la mise à disposition de terrains publics et de soutien en infrastructure, construction d'un puits par exemple, permet de renouer un lien constructif. Quant aux problèmes énergétiques et environnementaux, le fait de développer un modèle qui part de zéro et travaille pour produire plus qu'il ne consomme permet d'envisager de renverser la tendance de fuite en avant. Une question complémentaire peut se poser. Comment ce fonctionnement économique peut-il composer avec le fonctionnement économique actuel? L'existence d'un pôle public de création agricole permet d'envisager d'y greffer des événements de troc interproducteurs, préalables à une distribution plus large au grand public. L'acceptation d'un produit dans un réseau de paysans producteurs est un gage de qualité, qui permet de remplacer les normes protégeant le consommateur. Le troc, dans un réseau qui a collectivement intérêt à optimiser la valeur de ses produits, le tout sur un terrain public qui a l'intérêt et la capacité de rétribution, permettent d'inverser la tendance de baisse de rémunération aux producteurs du système actuel. On peut conclure avec une comparaison entre le système économique actuel et celui développé par Terre en commun. Quant à leur moteur, le système actuel est guidé par les désirs du consommateur, tandis que la proposition est guidée par les possibilités des travailleurs. Le niveau d'exigence du modèle actuel est d'être compétitif pour répondre aux besoins de masse sur un marché de concurrence mondiale, tandis que la proposition demande de produire plus que ce que l'on consomme. Quant à la rétribution, celle d'aujourd'hui est directe, mais régresse avec le temps, tandis qu'avec Terre en commun, la rétribution directe est faible, mais elle est majoritaire en réseau de travail, ainsi qu'en améliorant l'environnement et en répondant aux besoins d'intérêt public. De l'autre côté de la pièce, face au vol, le modèle actuel et ses richesses individuelles sont évidemment en proie au vol, tandis qu'une richesse collective, avec le concours du voisinage, c'est déjà plus dur à voler. Dérober un environnement, c'est plus dur encore, et un réseau de travail, c'est presque impossible. Quant au rapport aux autres travailleurs, il est concurrentiel dans le système actuel, où l'argent n'a de valeur que parce qu'on en a plus que les autres, alors qu'il devient coopératif dans la nouvelle proposition. Enfin, l'effet à long terme du modèle actuel est la fuite en avant, tandis que Terre en commun reconnecte la créativité avec les exigences du long terme.